Alors, ce qui ressort un peu qu'on va rebondir dessus, c'est le roman Frabato. Alors, le roman Frabato de 1958, dont on va pouvoir voir la photo. Ce roman, c'est la première édition du roman Frabato qui est paru chez Hermann Bauer. Dans ce roman-là, il y a des événements qui sont intéressants. C'est qu'on va retrouver des choses que Kincher avait expliquées dans les années 1924. En 1924, Kincher parle de la FOGC, qu'on va retrouver dans le roman Frabato. Et il y a une scène aussi qui est importante, c'est celle où Franz Bardon est mis dans l'action d'aider quelqu'un qui se fait attaquer par la FOGC, par le tépaphone, et il va l'aider en mettant les mains dans l'eau, du moins il va... Et cette chose-là a été vécue par Kincher. Il raconte exactement la même chose en 1924, en disant qu'il a aidé une jeune personne qui faisait partie de la loge FOGC de Stendhal, et qu'il l'a aidé à détourner le courant magique qui rentrait dans ses veines en le mettant les mains dans l'eau pour détourner le courant magique en fait, qui était en train de l'atteindre. Ce qui veut dire que Kincher avait déjà parlé exactement de ces choses-là avant, et on les retrouve, sans stipuler la source, dans Frabato. Alors il faut savoir, c'est que le roman Frabato est paru, il y a eu plusieurs éditions, elles ont tous des variantes, il y a des changements de texte dans chaque édition. Il y a même des romans tapuscrits qui sont parus aujourd'hui en tchèque, qui ont été édités, comme étant les romans originaux, on va dire, de Frabato. Mais dans ce roman-là, il y a quelque chose qui est un petit peu, qui interpelle. On est dans quelque chose d'un peu fantasmagorique quand même. Donc il faut bien voir que le roman Frabato, et c'est même quelque chose que Bardon ne voulait pas faire paraître à l'époque. C'est sa secrétaire Oti Votavova qui était en admiration pour Bardon, qui avait voulu un petit peu créer un mythe, qui avait voulu l'encenser à un point où, voilà, je pense qu'elle avait beaucoup de passion pour ce que faisait Franz Bardon à l'époque, et elle avait voulu lui rendre un hommage, mais qui était un peu démesuré. Et je crois que le roman de Frabato, c'est un mélange d'histoire ancienne, un mélange alors de vraies choses peut-être qui se sont déroulées, mais aussi de plein de choses qui ne se sont jamais passées. Donc on est dans quelque chose d'un peu tiré par les cheveux et où il faut être prudent et pas le prendre comme une vérité. C'est vraiment un roman, comme ça s'appelle, c'est un roman et on n'est pas dans un livre de magie pratique ou dans un enseignement particulier quand même. Même si parfois, dans le roman original de 58, il y a quelques petits passages qui sont vraiment très intéressants et qu'il faut lire parce qu'on a des renseignements qui viennent confirmer après les 3 livres de Franz Bardon, du moins qui se retrouvent dans ces 3 premiers ouvrages. Alors dans le roman Frabato, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir concernant la parution du roman. En 1957, dans le livre sur la Kabbale, écrit par Franz Bardon, en fin du volume, il y a une publicité du roman Frabato. Ça veut dire que celui-ci est déjà prévu, la publication va se faire, il est annoncé, donc Franz Bardon, de son vivant, était au courant que Frabato allait sortir. Ce n'était pas un roman surprise, ni un roman qu'il ne connaissait pas. Il était bien au courant qu'il devait être publié. Et Hermann Bauer, apparemment, avait déjà un peu le contenu, puisqu'il avait déjà marqué le prix, le nombre de pages. Donc on est dans quelque chose qui était déjà prévu, je pense, avec son auteur, et que Franz Bardon était bien au courant de ce qui allait sortir. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont émis l'idée que le roman Frabato a été post-mortem, mais non, on ne peut pas dire qu'il était post-mortem dans le sens où, du temps de la vie de Franz Bardon, il était déjà prévu, et sûrement sous presse, peut-être puisqu'il annonçait déjà le prix et le nombre de pages. Donc on est dans quelque chose que Bardon connaissait bien. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, dans les écrits de Franz Bardon, on va retrouver, dans son premier ouvrage, on va retrouver énormément de références au premier livre de Kincher, qui est le De Nouvelles-Gumas. On retrouve même des phrases qui ont quasiment la même sonorité, on va dire, la même vision, et qui sont trait pour trait reprises de ce livre de Kincher. Ensuite, il y a tout un ensemble qui a été retravaillé. On sent que Franz Bardon a amélioré le système, qu'il a mis sa patte à lui. Dans le livre des Sceaux, donc la magie évocatoire de Franz Bardon,
on va retrouver les sceaux de Kincher. Alors ça, là, on a une preuve, c'est qu'en 1930, les sceaux sont existants. Il existe des archives qui sont conservées, dans lesquelles certaines ont été rééditées, même par des éditions tchèques, par la maison Vodnar, qui a réédité un livre sur le livre des zones, donc qui est peut-être justement le fameux livre que Kincher voulait faire éditer en 1930. Et là où on va retrouver des sceaux, donc sceaux positifs et négatifs, qui ne se retrouvent pas dans Bardon seulement, mais du temps de Kincher, les deux sceaux existaient, du moins les négatifs et les positifs. Et donc le livre de Franz Bardon contient en majorité quasiment tous les sceaux qui auraient été obtenus avec le groupe de Wilhelm Kincher en 1930. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... Kincher n'est pas cité, il n'est pas cité dans les ouvrages. Et là, une chose encore plus surprenante, c'est que dans le 3e livre de Franz Bardon sur la Kabbale, il donne des lettres, il donne des couleurs, des sons, et ces couleurs et ces sons sont déjà dans les documents de 1930-1931 de Silias, un des frères qui travaillait avec Kincher. Et le frère Silias a beaucoup travaillé sur la Kabbale, et il avait énormément de révélations qui venaient sur ce système kabbalistique des lettres. Et ces documents-là étaient déjà écrits à l'époque. Alors, la chose la plus, je dirais, concrète qu'on pourrait faire émerger de ça, c'est que Franz Bardon, comme il était en 1931 en contact avec Kincher, c'est qu'il a été un des membres et qu'il ait travaillé sur ces sujets. Donc peut-être que même certaines visions ou certains sceaux auraient été obtenus par son propre travail à lui. Ce qui veut dire que ça serait un ensemble. Il aurait continué par amitié avec Wilhelm Kincher, et il aurait ensuite décidé de publier le travail du groupe de l'époque, sous forme de 3 volumes, qu'il a bien sûr retravaillé. On pense que Franz Bardon a mis sa patte dessus, et tout n'est pas textuellement de Kincher, mais c'est quand même en grande partie son travail à lui. Donc on peut dire que Bardon a été un transmetteur, on va dire, des travaux de Kincher. Il a fait cette transmission, je pense qu'il l'a fait par amitié, aussi peut-être en mémoire de leur rencontre. Il y a une phrase pour terminer, qui symbolise bien ce que Kincher a fait, parce que c'est quelqu'un qui est venu d'un milieu très spirituel, très religieux. Il a grandi avec des visions, il a grandi avec une vision du monde qui était déjà, on va dire, presque magique. Cette période de guerre va totalement l'assommer, va le broyer, avec le décès de son enfant, le décès de ses parents, la misère sociale et financière qui va le poursuivre jusque dans les années 30. Même en 31, il va perdre sa maison. Il écrit à ses frères que là, sa maison va être prise, saisie. Donc on voit qu'il va réussir à développer tout un système de magie, mais dans une période très dure, et cette période de l'entre-deux-guerres, qui est catastrophique en Allemagne, de toute façon. Donc il faut le prendre en compte. Je pense que c'est important qu'on l'ait à l'esprit. Et dans son dernier écrit, il dira aussi qu'il a un mal de guerre, qui le poursuit et qui lui est difficile d'écrire dans ces derniers temps. Donc je pense que Wilhelm il a transmis peut-être volontairement aussi une grosse partie de ses travaux à Franz Bardon. Et il y avait une phrase qui personnifiait très bien Kincher, qui symbolise même bien sa vie. C'était « Frappe le mal jusqu'à ce que la lumière saigne ».